Édition spéciale de Smart Bourse, bien sûr, depuis la convention Patrimonia qui se tient cette semaine à Lyon. L'occasion de retrouver différents intervenants qui vont se succéder à ce micro pour parler notamment d'une offre ETF dédiée au CGP. C'est l'offre développée par Altéis by Yomoni. Dans un instant, le directeur des investissements d'Altéis sera avec nous, Olivier Malteste. On parlera également du retour de la gestion active et de la gestion active indépendante avec le directeur général de BDL Capital Management, Bertrand Merveille, qui sera avec nous également sur le stand Be Smart for Change à Lyon depuis Patrimonia. L'immobilier, toujours très présent évidemment, qui fait partie des investissements préférés des Français à travers les SCPI. Nous en parlerons avec les équipes de Swiss Life Asset Management. Et puis tiens, on fera une petite digression avec le directeur de la recherche de MNK Partners qui nous expliquera l'intérêt d'appliquer une approche quantitative à la gestion immobilière. Nadim Kada, donc de MNK Partners, viendra nous en parler. Et puis enfin, on fera un point sur les grandes thématiques d'investissement, celles qui se diffusent dans la durée avec des horizons long terme pour les épargnants. Ces grandes thématiques d'investissement, c'est Marc Riez, le directeur général de Vega IS, qui viendra nous en parler dans cette émission spéciale Smart Bourse à Lyon depuis la convention Patrimonia. Et c'est donc Olivier Malteste, le directeur des investissements d'Altéis by Yomoni, qui est avec nous depuis cette convention Patrimonia à Lyon. Olivier, bonjour. Bonjour Grégoire. Altéis by Yomoni, c'est une évolution majeure après 10 ans de succès pour la société de gestion Yomoni, qui est donc devenue, il y a quelques mois à peine, Altéis. Que reflète ce changement de nom et la réorganisation de votre portefeuille de marque, Olivier? Alors on a vraiment voulu différencier et distinguer les deux. La particularité de Yomoni historiquement, c'est que c'est à la fois une société de gestion qui est agréée par l'AMF et c'est un acteur digital très connu en termes de distribution. Et ce qu'on a voulu faire, c'est suite à des demandes aussi de partenaires qui voulaient travailler sur le côté ETF, on a vraiment voulu différencier. Donc Yomoni, c'est vraiment la marque de distribution pour le B2C en plateforme digitale, et Altéis, c'est la société de gestion qui aujourd'hui offre ses services globalement à d'autres partenaires tels que les multifamily office ou les CGP, d'où notre présence aujourd'hui à Patrimonia. Donc un changement de nom, Olivier, mais votre ADN, votre expertise reste celle des ETF et de la gestion par ETF, qui sont des produits alors initialement présentés comme simples et abordables. C'est deux qualités ou deux caractéristiques essentielles pour ces produits industriels. Est-ce que c'est toujours aussi vrai? Comment est-ce que l'univers ETF évolue? Et est-ce que vous voyez arriver une couche de complexité dans cet univers ETF? Alors oui, c'est vrai que ce sont des produits qui sont simples, c'est ce qui font aussi leur succès, c'est simple, c'est lisible, c'est transparent. Néanmoins, il faut quand même y passer du temps, même quand c'est simple. On a un exemple cette année avec la baisse violente du dollar de 14%. Beaucoup de clients ont acheté des ETF liés aux actions américaines en se disant je paye en euros, donc j'ai pas de soucis, j'ai pas de questions à me poser. En fait, c'est comme ça qu'on est en risque de change complet et donc on perd 14% par rapport à l'exposition action. Et donc là où les marchés actions américains progresse environ de 14%, on se retrouve avec des performances qui sont nulles, voire légèrement négatives. Mais ce qu'on observe aussi, c'est que globalement, avec l'élargissement des gammes ETF, c'est que les ETF se complexifient. On a des ETF de plus en plus qui sont dits actifs globalement, et donc on voit que globalement l'univers s'élargit et se complexifie, ce qui nécessite d'y passer de plus en plus de temps pour les professionnels lorsqu'ils veulent étudier et choisir leurs ETF. La sélection de l'ETF, y compris pour un sous-jacent identique, c'est quelque chose de clé effectivement dans la construction d'un portefeuille. Là. Alors ça l'a toujours été. Y compris sur les indexations vraiment classiques, en fonction de l'émetteur, réplication physique, réplication synthétique, c'est assez technique. Il faut en fait juste y passer du temps et bien connaître le marché, mais ça se complexifie encore plus parce qu'on le voit, cette année la mode, et on entend beaucoup parler des ETF actifs, on y reviendra peut-être, mais globalement, les produits se complexifient et donc il faut de plus en plus arriver à sélectionner le bon grain de livret, comme on dit, et donc y passer du temps, avoir la technicité et surtout y passer du temps, et ce qui est souvent un problème pour les professionnels, surtout lorsqu'on pense à la rémunération liée à des placements en ETF. Bon, et donc les ETF actifs, Olivier, quel constat vous faites avec l'arrivée de ces produits? Alors c'est vrai que c'est un peu antinomique, puisqu'on parle de gestion passive, mais une gestion passive gérée activement. Qu'est-ce que ça apporte et quelle demande ou quel intérêt est-ce que vous observez pour ce nouveau segment de marché au sein de l'univers ETF? Alors on voit de plus en plus d'émissions et de nouveaux ETF actifs qui arrivent sur le marché, ça c'est sûr. On entend beaucoup de communication sur le fait que les volumes sont très importants sur les ETF actifs, qu'ils n'ont jamais été aussi importants. C'est vrai, mais c'est vrai dans l'industrie en ETF au global. Nous on a vraiment voulu regarder aussi les parts de marché sur les flux, comment les flux se répartissent entre ETF indiciels et ETF actifs. Et ce qu'on observe, c'est que les flux restent faibles, environ 8% vont sur de l'ETF actif.
actifs. C'est à peu près la même chose que l'année dernière et c'est vrai qu'il y a un gap par rapport à l'année précédente où on a été plutôt à 4%. Donc il se passe quelque chose, mais c'est encore aujourd'hui très timoré. Si on revient sur les ETF actifs, il y a plusieurs raisons pour lesquelles on peut vouloir faire de l'actif. Il y a le côté déjà ESG. AXA, quand ils étaient revenus globalement dans l'univers des ETF, avait réintroduit cette notion en disant on va faire de l'actif pour arriver à mieux répondre et rapidement aux controverses par exemple, et puis prendre en compte l'engagement des sociétés. Donc ça se traite bien à la dimension ESG. C'est un premier pan vraiment sur le côté actif pour faire de l'ESG. Et le deuxième pan, et ça c'est un peu historique, c'est les recherches et l'idée de se dire on va battre vraiment une gestion indicielle vraiment classique. On avait eu des indices Smart Beta aussi à un moment qui étaient très à la mode. Et donc là c'est le deuxième mouvement qu'on observe et là ça va être encore plus dur d'arriver à vraiment se faire une opinion sur la manière dont ils sont conçus, c'est quoi la stratégie et arriver à naviguer dedans. Donc ça se complexifie et ça fait du sens de plus en plus du coup pour des sociétés de gestion comme Alteis qui ont une vraie expertise depuis 10 ans avec du track record pour arriver à analyser ces ETF et aider les professionnels à séparer et à choisir. Dans votre offre aux professionnels, justement, il y a la construction de portefeuille, le travail d'allocataire. Vous proposez ce que vous définissez comme étant une stratégie cœur satellite. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement, Olivier? Alors l'idée, c'est qu'on voit sur des patrimoines relativement importants, les clients aussi ont envie de prendre un axe vraiment très important. Et donc on nous propose, nous, des offres qui sont cœur satellite. Donc 70% est géré de manière très diversifiée en ETF, comme ce qu'on fait habituellement depuis 10 ans. Et on va prendre des paris sectoriels ou géographiques en fonction des opportunités de marché qu'on détecte. Donc ça, c'est vraiment la partie cœur, donc qui peut être soit en mix action-obligation, donc ETF action, ETF obligataire, soit qu'en ETF action. Et on va aller rajouter des thématiques. On parlait de complexité. Un secteur, c'est référencé, tout le monde voit exactement ce qu'est le secteur automobile, le secteur finance et ainsi de suite. Une thématique, c'est beaucoup plus compliqué parce que qu'est-ce qu'on va mettre vraiment dans la thématique? Et c'est là où il faut vraiment rentrer en détail dans le cœur de l'ETF. Comment il a été construit? Est-ce qu'on n'a pas mis du Nvidia juste pour avoir un bon track record et ainsi de suite? Donc c'est vraiment, et là, il faut vraiment rentrer en détail. Un exemple peut-être. Donc c'est la pureté qu'on va aller chercher. Alors nous, on va aller chercher sur une vraiment thématique la en pureté, l'occurrence. et on va aller chercher parce qu'on va mixer dans des thématiques souvent plusieurs ETF. On va aller rechercher la diversification. Un exemple, moi je trouve parlant, c'est l'IA par exemple. L'IA qu'on va déployer dans une thématique IA, on va le faire sur à la fois ceux qui vont apporter vraiment ce qu'on appelle les pioches, donc typiquement du Nvidia, mais vraiment les processeurs, tout ce qu'il va falloir pour faire de l'IA. On va utiliser un deuxième ETF qui lui va se focuser vraiment sur le côté les moteurs, les modèles et ainsi de suite, les langages. Comment on va utiliser les processeurs pour faire ça. Et le troisième, c'est les entreprises qui vont le plus en bénéficier pour être diversifiées. Sur des épisodes par exemple comme DeepSeek, on voit qu'en fonction si forcément ceux qui apportent les pioches sur un épisode comme DeepSeek souffrent un peu parce qu'on se dit on va pouvoir le faire moins cher. Par contre ceux qui vont les utiliser ou qui sont en retard arrivent à bénéficier. Et on pense toujours l'accès et la diversification, y compris dans les thématiques. Et donc il faut aller creuser, il faut aller y passer du temps et c'est ce qu'on offre dans cette offre cœur satellite avec un cœur vraiment robuste et un thématique pour aller vraiment rechercher un petit peu de performance supplémentaire sur des thématiques qui sont là pour durer. Donc on sélectionne la thématique et on va creuser dans les ETF et on regarde la diversification globale du portefeuille pour voir si ça fait du sens. Attention, il y a une vraie différence effectivement entre l'approche thématique et l'approche sectorielle qui est beaucoup plus réduite, étroite qu'une approche thématique au sens large. Moins sujet à débat en fait. Qu'est-ce qu'on a dans un secteur? C'est relativement simple et relativement évident. C'est défini. Une thématique, ça se discute et donc il faut rentrer et on va pas forcément chercher celui qui va le mieux performer historiquement évidemment en track record. On va vraiment regarder la pureté de la thématique et surtout on fait très attention à la diversification entre le cœur et le satellite. Sinon ça fait pas de sens de rajouter un satellite si c'est pour pas être diversifié par rapport au cœur. Bon, c'est votre premier Patrimonia sous bannière Alteis, Olivier. Qu'est-ce que vous venez apporter justement alors aux CGP, aux conseillers patrimoniaux en général qui sont présents à Lyon cette semaine? À quels besoins est-ce que vous répondez là avec cette nouvelle offre? Alors déjà, il faut avoir en tête qu'on a co-construit d'abord cette première offre avec Erest, qui est un multi-family office du nord de la France bien connu, qui sont venus nous chercher en nous disant on cherche un acteur permettant de nous aider parce qu'on a une demande de plus en plus importante. Et ce qu'on cherche à résoudre en fait, c'est qu'on se met à la place évidemment des professionnels en se disant ils n'ont pas forcément du temps à consacrer vraiment aux ETF et donc ils ont deux solutions. Soit ils le font rapidement parce que c'est pas rentable pour eux d'y consacrer du temps et donc ils prennent un risque vraiment en termes de réputation, en termes d'image pour le compte de leurs clients. Soit ils se disent je vais les garder mon temps vraiment pour faire là où j'apporte le plus de valeur ajoutée et je vais chercher un acteur comme Alteis qui va me faire mes allocations, qui va m'aider à suivre vraiment mes clients et je garde complètement, c'est ce qu'on dit à nos partenaires, vous gardez complètement la discussion avec votre client, c'est vous qui gardez la main et vraiment le côté conseil et nous on vous fournit vraiment la matière première, vraiment tous les éléments qui vous permettent de discuter avec vos clients et on construit des thématiques, on construit des stratégies d'investissement en fonction de vos besoins. Donc on leur permet d'essayer de gagner du temps, de faire attention évidemment à leur business model et à leur marge dans un marché qui évolue beaucoup et qui est très, très, très mouvant.
mouvant. Et donc pour des clients qui viennent chercher vraiment des solutions en ETF, ça leur permet d'avoir une gestion efficace et d'arriver à gagner. Et donc venez nous voir, venez discuter, venez nous dire ce qui manque dans l'offre, parce qu'évidemment on va continuer cette idée vraiment en fintech, de co-construction en fonction des retours clients. C'est vraiment ce qui nous apporte, c'est d'apporter un service complémentaire et de vraiment séparer les deux, d'où la création d'Alteis. Merci beaucoup Olivier, merci d'être Grégoire. venu nous éclairer donc sur la marque Alteis et cette offre ETF désormais tournée vers les professionnels du patrimoine. Olivier Malteste, le directeur des investissements d'Alteis by Yomoni, avec nous depuis la convention Patrimonia à Lyon bien sûr. Et on poursuit notre série d'interviews depuis la convention Patrimonia qui se tient à Lyon cette semaine. Et c'est Bertrand Merveille, le directeur général de BDL Capital Management, qui est à mes côtés à présent. Bonjour Bertrand. Bonjour Grégoire. Petit bilan pour BDL Capital Management sur ces 9 premiers mois de l'année, que ce soit en termes de flux de collecte, en termes de performance de la gamme, en termes de produits initiés également peut-être Bertrand. C'est une excellente question pour commencer. Non, on fait une super année. Ouais. On est vraiment ravis chez BDL cette année, en 2025. On a le combo que toutes les sociétés de gestion aimeraient avoir, des bonnes perfs et pas mal de collectes. Ouais. Donc quelques chiffres, nos deux fonds un peu vitrines, BDL Conviction et BDL Rempart, 1,3 milliard, 1,2 milliard en termes d'encours, une performance au-dessus de 20% pour BDL Conviction et au-dessus de 15% pour BDL Rempart. Donc ça c'est sûr que c'est une vraie satisfaction pour nos clients. Et c'est cohérent en plus par rapport à notre message de début d'année, par rapport à la stratégie qu'on a menée. Ouais. Peut-être qu'on en dira un mot tout à l'heure. En termes de collecte, on s'était vu avant l'été Grégoire, on était autour de 200 millions de collecte nette. Là on est à 400. Donc on a doublé notre collecte nette là, sur l'été avec une accélération vraiment régulière de notre collecte notamment sur les plateformes, ce qu'on appelle les plateformes, donc les conseillers en gestion de patrimoine qui sont là aujourd'hui. Donc vraiment la dynamique est bonne. Et on voit bien que les perspectives restent très favorables, notamment sur la partie commerciale. Ouais. J'ai titré l'interview BDL, la gestion active indépendante. C'est bien de montrer qu'il y a de la place pour des boutiques. Exactement. Ça fait 20 ans que vous existez, donc vous n'êtes pas nouveau sur le marché. Mais il y a des histoires de long terme à construire quand on gère des boutiques. Tout à fait. Et ça, c'est une des satisfactions de 2025. Ouais, bien sûr. C'est effectivement le retour de la gestion active. Alors ça reste hétérogène, hein. C'est pas un objet unique. Il y a de la dispersion, j'imagine. Voilà, mais c'est là où aussi on est capable de faire la différence. Ouais. Donc effectivement, on se distingue chez BDL cette année, mais il y a d'autres gérants actifs qui vont bien. Et je pense que c'est un signe très positif pour les sociétés de gestion françaises. Il y en a quelques-unes qui sont là aujourd'hui. On s'est vu, on se satisfait de ça. C'est encore une fois, c'est pas la vérité pour tout le monde, mais il doit y avoir des locomotives sur le marché pour entraîner toute l'industrie, puis montrer que la gestion active a encore de l'avenir. Ouais. Alors vous avez évoqué les deux stratégies, les deux fonds flagship de la maison BDL. Rempart qui est un long short action évidemment, et Conviction qui est un fonds action pur. Qu'est-ce qu'on trouve d'autre dans la gamme de BDL également? Est-ce qu'il y a des produits sur lesquels vous misez justement pour prendre la relève ou en tout cas venir se positionner à la hauteur des encours que vous avez sur Conviction et Rempart? Ouais, il y a cette stratégie qu'on mène chez BDL d'essayer d'avoir une offre produit limitée, mais effectivement complémentaire à ce qui existe historiquement avec Conviction et Rempart. Le fonds BDL Transition Megatrends a dépassé les 200 millions. On a aussi une bonne dynamique à la fois de perf et de collecte sur ce produit. On a besoin de faire mieux savoir quelle est la spécificité de ce fonds. Donc on va un peu en parler avec nos partenaires aujourd'hui. Donc c'est un fonds qui est SFDR 9, multithématique, qui a la possibilité d'être un petit peu plus international que BDL Rempart et Conviction. Donc ça prend le relais. C'est complémentaire, donc c'est assez apprécié par nos clients. Et article 9, oui, c'est un argument qui porte aujourd'hui. Ça permet de se distinguer de BDL Conviction, historiquement. On pense, nous, que c'est important de travailler autour des thématiques de transition. Donc SFDR, c'est une sorte de label qui rassure sur le sérieux de notre démarche. Ce n'est pas quelque chose qu'on pousse, qu'on met vraiment en avant, qui est distinctif, mais voilà, ça fait partie des critères de différenciation de transition. Et puis on a deux autres solutions qui s'appellent BDL Durandal, donc c'est un fonds market neutral. J'adore les noms. Voilà, qui lui a un objectif de return autour de 5.
Donc c'est ce qu'on devrait faire cette année. Là, on est assez content du comportement de Durandal. Ça vient un peu en alternative à tout ce qui est cash, tout ce qui est fonds daté, sur lequel on pense qu'il y a moins de traction aujourd'hui. Donc ça peut être une alternative pour nos clients. Et puis dans quelques semaines, on va fêter les 1 an de BDL Entrepreneur, qui est le fonds SMID. On n'en a pas beaucoup parlé, on est en train de faire le track. On est assez satisfait, je ne vous cache pas. Mais voilà, ça sera l'occasion de fêter un premier anniversaire d'ici quelques semaines. C'est un bon moment pour parler ou reparler des small et mid cap. Voilà, c'est au moment après des années un peu compliquées. C'est au fond du puits. Voilà, au fond du puits, on a rebondi. Et nous, voilà, au moment où personne n'en attendait, on s'est lancé. C'est une vraie expertise historique qu'on avait retrouvée, qu'on retrouve dans Conviction. Mais là, on a décidé d'en faire une stratégie à part. Bon. Qu'est-ce qu'on peut dire en termes de gestion là, sur ces 9 premiers mois de l'année? Encore une fois, la gestion active indépendante. Comment s'est caractérisé ce début d'année justement en termes de gestion? Est-ce que ça a été un moment très actif en termes de gestion pour vous? Alors je ne peux pas parler de tout, donc je vais peut-être faire un focus sur BDL Rempart. C'est vrai que Rempart, c'est caractéristique de ce qu'on aime faire en 2025. On a eu les 3 moteurs de performance de Rempart qui sont allumés. Donc la partie longue sur laquelle on a généré pas mal d'alpha. Je vais vous expliquer pourquoi. La partie short également. Moins de génération d'alpha que la longue, mais quand même en génération d'alpha. Et puis on a été, je pense, assez bon dans le pilotage du 3e moteur qui est l'exposition nette. Parce que BDL Rempart, c'est un fonds qui est géré vraiment activement. Donc on a commencé l'année avec une expo nette de 70%. On est descendu à 35%, on va dire mi-fin avril, au moment où ça secouait assez fort. On est remonté, redescendu là à la fin de l'été avec le risque France qui se rematérialisait un petit peu en Europe. Et là on est remonté avec, on pense, un peu plus de visibilité. Donc on a vraiment navigué très fortement notre exponette, ce qui a permis de vraiment contribuer au bon comportement de Rempart cette année. Donc les 3 moteurs ont bien fonctionné et ça c'est important de le souligner. Ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on a bien géré la répartition sectorielle. Je vais prendre un exemple. On était assez surpondéré sur les financières en début d'année, donc on en a bien profité. On a décidé de prendre nos profits. Et de la même manière, on a un positionnement qui est un petit peu plus défensif aujourd'hui. Les valeurs de croissance ont pas mal souffert, comme vous le savez. Nous, en Europe, En Europe, en Europe, pardon. Et on a retrouvé finalement dans ce secteur de la cote des valorisations qui nous semblent très attractives. Donc aujourd'hui, le portefeuille, il est composé à peu près de 55% de ce qu'on appelle les compounders, donc plutôt des valeurs défensives avec de la visibilité, de la résilience qui nous semblent assez adaptées à l'environnement de marché actuel. Et puis pour l'autre partie du portefeuille, ce qu'on appelle la partie valorisation, où là, tout le travail qui est fait par les analystes nous permet d'identifier des sociétés qui nous semblent être sous-valorisées. Certains disent c'est du value, nous on n'aime pas du tout dire ça. Mais ça stigmatise parfois un peu trop. Exactement, on n'aime pas être catégorisé. Je comprends. Et voilà, donc on a vraiment cet équilibre entre les 2 poches qui nous semble assez adapté en fait à cet environnement de marché qui est quand même encore un peu brusqué. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Et sur les convictions que vous portez, valeur par valeur, il y a eu beaucoup de rotation qui a été effectuée. Vous parlez de l'allègement sur les financières après des parcours stellaires. Je le rappelle à chaque fois parce que ça vaut le coup. Mais le secteur financier en Europe fait mieux que le Nasdaq depuis 2020. Ça fait 4-5 ans. C'est pas mal. Que ah ben non, mais c'est spectaculaire. Et ça passe parfois un peu encore sous les radars, je trouve. Mais à part ce genre de prise de profit, est-ce qu'il y a eu des vraies rotations de conviction, entre guillemets? Complètement. Aujourd'hui, il y a presque 30% du portefeuille qui sont des générations d'idées cette année. D'accord. Donc c'est-à-dire qu'on a vraiment initié des nouvelles positions. Parce que comme on a pris des profits sur les choses qui avaient bien fonctionné, on s'est repositionné sur des nouveaux dossiers. Des dossiers qu'on connaissait potentiellement bien. C'est pas toujours... parfois on fait du neuf avec du vieux. Oui, bien sûr. Mais parce qu'il faut savoir gérer aussi activement des convictions qu'on a. Certaines, parce qu'on est très attaché nous à la valorisation chez BDL. Donc il y a des choses dont on s'écarte pendant un moment et on peut y revenir. Ça a été pas mal le cas. Donc aujourd'hui, presque 30% du portefeuille, c'est des générations de nouvelles idées en 2025. Donc vraiment, ça a été géré de manière très active. Une année très active donc pour la gestion active et indépendante de BDL Capital Management et son directeur général Bertrand Merveille qui est venu nous voir sur notre stand, le stand Bismart depuis la convention Patrimonia qui se tient à Lyon cette semaine. Merci beaucoup Bertrand. Merci Grégoire, à très bientôt. Nous poursuivons
poursuivons notre série d'interviews depuis la convention Patrimonia qui se tient à Lyon et nous parlons investissement immobilier à présent à travers l'univers des SCPI et les équipes de Swiss Life Asset Management. C'est Julien Aignon qui est à mes côtés à présent, gérant de fonds immobiliers chez Swiss Life AM. Bonjour Julien. Bonjour, merci de m'accueillir. Merci beaucoup d'être avec nous. Un mot un peu général des paramètres de l'investissement immobilier en Europe notamment, qui est votre domaine d'expertise. Julien, est-ce que les choses vont mieux de ce point de vue-là? Alors effectivement, tout d'abord, je dirais qu'effectivement le marché aujourd'hui est beaucoup plus sain qu'il y a quelques années, qu'il y a 2-3 ans, où voilà, on était sur des taux extrêmement compressés. Aujourd'hui, à la suite des décotes qui ont eu lieu ces dernières années, on est sur vraiment des valeurs à l'investissement qui sont beaucoup plus intéressantes et qui permettent d'investir beaucoup plus sereinement sur des nouvelles acquisitions. Au-delà de ça, c'est vrai que c'est supporté par la baisse des taux de la BCE. Donc on est vraiment venu reconstituer cette prime de risque à l'investissement qui permet encore une fois d'être plus confortable. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut juste un petit peu relativiser tout ça aussi sur le marché français notamment, puisque bon, vous le savez… tout le monde le sait, je crois. Tout le monde le sait, on est dans un climat assez… Pas besoin d'en dire plus. Et voilà, mais vrai que… ça se traduit concrètement dans de l'attentisme, dans des opérations moins faciles qui prennent plus de temps. Comment ça se traduit ce Tout climat à fait, d'incertitude? surtout au niveau des gros institutionnels qui aujourd'hui sont plus dans l'observation encore. Il commence à y avoir quelques deals qui se font, donc on sent qu'il y a quand même de l'intérêt. Mais c'est vrai que ce climat d'incertitude force les gens à attendre un petit peu, à rester pour le moment en retrait, même s'il y a des très bonnes opportunités par ailleurs, et notamment dans le reste de l'Europe. La France se distingue spécifiquement de ce point de vue-là, c'est ce que vous dites. Le reste de l'Europe, pour le coup, est un terrain d'investissement qui reste confortable. Oui, complètement. Et d'ailleurs, surtout, je pense, l'Europe du Sud, qui aujourd'hui fonctionne très bien sur les marchés immobiliers notamment. L'Espagne, le Portugal, l'Italie même, qui eux ont moins le problème de la France aujourd'hui et qui restent particulièrement attractifs. Bon, intéressant de regarder. Alors, une de vos stratégies les plus récentes, c'est Mistral Sélection, c'est ça? C'est une jeune SCPI qui a été lancée en 2024, Julien, chez Swiss Life Asset Management, avec quels objectifs et quelles stratégies? Alors, la stratégie de Mistral Sélection, c'est avant tout d'être opportuniste. Alors opportuniste, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire d'abord opportuniste dans son timing de lancement, puisqu'on a vraiment lancé la SCPI post, je dirais, décote sur les valorisations, donc vraiment sur des taux à l'acquisition très intéressants, et un opportunisme également sur la sélection des actifs. Donc on va vraiment venir sélectionner les actifs avec des qualités intrinsèques très intéressantes pour une SCPI, et en se limitant au final assez peu. Vous regardez tous les segments du marché immobilier? Exactement. Alors, évidemment, on a des taux de rendement cibles en tête à l'investissement. Donc, on va se focaliser essentiellement sur 4 typologies, que sont donc, le bureau, le commerce, retail park, l'hôtellerie et la logistique. Ça va vraiment être les 4 piliers de l'investissement. Et dans ces 4 typologies-là, on va pouvoir regarder beaucoup de choses. Avec une vocation pan-européenne. Exactement. C'est ce qu'on disait. Exactement. Alors, effectivement, en marge de cette stratégie opportuniste, on va également avoir cette stratégie pan-européenne avec un objectif, in fine, d'être majoritairement investi en Europe du Sud. Donc, Italie, Espagne et Portugal. Si on regarde un petit peu, effectivement, les segments sur lesquels vous vous focalisez, in fine, quels sont les critères que vous regardez pour le bureau, le commerce, la logistique? Qu'est-ce qui vous fait décider d'investir ou non, justement, dans un actif ou un autre? Alors, il y a 2 choses, je pense, qui sont essentielles pour moi. D'abord, on est dans un contexte SCPI de rendement, donc on a besoin avant tout d'un état locatif solide. Ça veut dire des baux long terme avec un locataire de qualité qui va résister dans son environnement économique sur toute la durée du bail. Ça, c'est quelque chose qui est crucial pour la SCPI, qui va nous permettre de maintenir un taux d'occupation élevé et donc un bon niveau de taux de distribution. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, on va vraiment regarder, je dirais, la localisation en fait, des actifs. Et surtout, pas uniquement la localisation au jour de l'acquisition, mais surtout, on va voir comment est ancré l'actif dans son marché, quelles sont les tendances de la démographie locale. Voilà, on va essayer vraiment de miser sur l'avenir pour ne pas se retrouver dans quelques années avec des actifs
voilà, avec des locataires qui s'en vont et qui vont moins bien. On vise le long terme. Ah ouais. Oui, des actifs échoués d'une certaine manière. Ouais, Exactement. c'est ça. Quelques exemples concrets justement de cette stratégie, c'est toujours intéressant. Alors au bout d'un an, je ne sais pas combien d'investissements vous avez déployés, mais j'imagine que certains ont déjà été déployés. Quels sont les exemples un peu qui incarnent cette stratégie chez Mistral Sélection? Alors je vais parler de nos acquisitions les plus récentes peut-être. Les 2 acquisitions de cette première moitié d'année 2025, c'est avant tout déjà un retail park au Portugal, donc juste à côté en périphérie de Porto. Ouais. Retail park, donc vraiment qui nous a intéressés surtout par cet effet localisation en fait, qui est situé au milieu d'une zone très résidentielle avec des enseignes vraiment en fait qui vont très bien marcher pour toute la zone desservie. Donc on a une salle de sport, la Fnac locale, un magasin d'ameublement, etc. Donc c'est un lieu de vie pour ce bassin de population. Exactement, quoi. Un lieu de vie, un lieu de rendez-vous presque. Et c'est ce genre de localisation qu'on cherche pour un retail park notamment. Ouais. Donc première acquisition qui a été réalisée au-dessus de 7% au Portugal. Et deuxième acquisition de l'année, cette fois-ci en France, dans la région lyonnaise. Donc Tizy-les-Bourgs, c'est une acquisition cette fois-ci à plus de 9% de rendement dans le cadre d'un sale and leaseback, donc c'est-à-dire qu'on vient, le vendeur en fait devient locataire et ça permet de sécuriser un bail long terme de 9 ans ferme, ce qui est idéal pour une SCPI, c'est-à-dire qu'on vient vraiment chercher du rendement sur le long terme avec un locataire qui était anciennement propriétaire. C'est du bureau ça? C'est du local d'activité, pardon. D'accord, ok. Ah ouais. Bon. Voilà, donc les deux, je pense, illustrent la stratégie France, Europe du Sud et sur des typologies en fait assez diversifiées et des beaux long terme. Ah ouais. Le bureau, effectivement, quelle est votre approche aujourd'hui avec les transformations ou non d'ailleurs qui ont eu lieu, de la manière de travailler ensemble dans un même lieu au même moment? Il y a toujours beaucoup de sélectivité dans l'immobilier, l'emplacement, mais comment ça se traduit justement sur ce segment du tertiaire par exemple? Alors c'est vrai qu'aujourd'hui le bureau, je pense que c'est la typologie où il faut être encore plus sélectif. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui le bureau il est à 2 vitesses clairement. On a d'un côté les très gros volumes à la défense, péri-défense, etc. avec un taux de vacances assez élevé, des difficultés de transaction et du coup des taux qui continuent encore parfois de se décompresser. Donc un marché assez illiquide et très difficile actuellement. Et de l'autre côté, on a en fait ce bureau, je dirais, urbain, bien implanté dans les métropoles, accompagné de services bien desservis, des plus petites surfaces, avec des espaces de travail adaptés aux nouveaux usages et qui fonctionnent très bien en fait. Et d'ailleurs, on a fait une acquisition à Marseille, le siège de Jot, donc les doudounes. Bien sûr. Voilà. Ouais. Et dans cette qualité de bureau, le rendement correspond aux objectifs que vous pouvez avoir pour Mistral Sélection. On arrive à trouver quand même ce niveau de rendement. Alors effectivement, dans Paris Intramuros, c'est très difficile d'avoir un taux de rendement qui fit avec la SCPI. Mais sur les autres métropoles, type Marseille, qu'on connaît bien, voilà. Bon, justement, quels sont les objectifs que vous fixez en termes de distribution pour cette nouvelle SCPI Mistral Sélection, Julien? Alors je rappelle qu'effectivement, Mistral Sélection a un objectif de distribution long terme de 6,5%. Mais nos acquisitions de l'année 2025 nous ont permis de rehausser d'ores et déjà cet objectif de distribution à 7,5%. Ouais. Voilà. Il y a une mécanique de flux que vous attendez, la baisse des taux, des banques centrales, de la BCE notamment. Ça impacte évidemment tous les produits bancaires, les livrets, etc. Ça doit se reporter. Enfin, une SCPI comme la vôtre est un véhicule naturel pour venir accueillir des flux qui sortiraient de ces produits à terme qui ont été largement plébiscités ces dernières années? Oui, exactement. Moi, je pense qu'aujourd'hui, la SCPI et particulièrement les SCPI récentes qui ont pu justement rentrer sur des taux de rendement décompressés, dans un objectif de détention long terme, ça a vraiment tout son sens. C'est des SCPI qui sont pour la plupart très saines, avec un périmètre qui a des perspectives de revalorisation par la suite. Donc oui, je suis d'accord, je pense que c'est une belle alternative. C'est une belle concurrence pour ces produits bancaires. Merci beaucoup Julien. Julien Aignon, gérant de fonds immobiliers chez Swiss Life Asset Management, avec nous depuis la convention Patrimonia à Lyon, bien sûr.
Nouvel invité à présent depuis la Convention Patrimonia à Lyon cette semaine pour parler d'immobilier et c'est le directeur de la gestion et de la recherche de MNK Partners qui est avec nous sur le stand Be Smart for Change, Nadim Kada. Bonjour Nadim. Bonjour Grégoire. Merci beaucoup d'être avec nous. La question pour commencer c'est que vient apporter la dimension quantitative quand on fait de la recherche et de la gestion immobilière. Qu'est-ce qui a amené MNK Partners à développer cette compétence et cette expertise quantitative adaptée à la gestion immobilière? En fait, Grégoire, ça a commencé par une petite histoire. Moi qui viens du monde du côté, donc j'ai été à la Société Générale, on a géré un peu toute classe d'actifs. Je commence à discuter avec Mansour, donc le président du groupe MNK, et on commence à discuter d'immobilier. Et moi, mes réponses étaient plutôt la corrélation de l'immobilier coté avec le monde de l'action, et lui qui plutôt me parlait de la pierre. On s'est rendu compte qu'il y a une synergie à faire ici. C'est un monde qui n'est pas encore vraiment très développé, le quant, qui finalement, la statistique, le backtesting, l'analyse quantitative fait partie du quotidien dans le monde du côté. Cette rigueur d'analyse qui n'est pas vraiment très je veux dire, manifestée en immobilier de nos côtés. Et c'est où là on s'est lancé dans un gros projet d'adopter tout ça un peu à notre monde immobilier, où est-ce qu'on a pensé qu'il y a eu un manque. Surtout qu'on se rend compte qu'en immobilier de nos côtés, on a beaucoup de biais cognitifs ou des réflexes humains qu'on est capable de surmonter quand on adopte cette méthode. Je peux énumérer quelques-uns, mais par exemple le biais de confirmation, quand on va aller trouver la data qui prouve mon point de vue après que j'ai fait l'acquisition, ou bien le biais de familiarité ou de proximité. Si j'en ai fait de la logistique pendant longtemps, ben, je vais continuer à faire de la logistique et trouver que c'est le meilleur moment. Si j'ai fait de la France, je vais toujours penser que la France. On n'a pas voulu ça, on est une société de gestion qui va investir dans toutes les classes d'actifs, qui va investir dans tous les pays de l'OCDE. Pour se permettre tout ça, on a besoin d'un outil et le quant nous aide à le faire. Mais vous confirmez que c'est une approche assez nouvelle dans la gestion immobilière, Nadim? Oui, je le pense. J'espère que les autres vont nous suivre. Ça va nous mettre un peu la pression. Bien sûr, ça va un peu de concurrence. Nous pousser en avant. On n'a aucun problème. On invite tout le monde à adopter la même stratégie en tout cas. Comment vous avez défini cette approche quantitative? C'est-à-dire, je comprends l'idée, éliminer un certain nombre de biais cognitifs. Ça, c'est un objectif important. Comment est-ce que ça se concrétise réellement chez MNK Partners dans la recherche que vous effectuez et dans les décisions d'investissement que vous prenez? Je pense, Grégoire, le plus important, c'est l'efficacité. N'importe quelle je veux dire, équipe de recherche ou n'importe quelle société de gestion est capable d'étudier un secteur sur une ville pendant 2-3 jours. Mais quand nous, on veut investir partout, on doit avoir une équipe de recherche de 70 personnes, c'est impossible. Et c'est où je veux dire, la gestion quantitative nous aide à spotter les villes. On ne travaille pas par pays, on travaille par ville. Lyon n'est pas Paris, Londres n'est pas Manchester. Et on travaille chaque ville pour son secteur. Le début a été de rassembler la data, ce qui n'était pas simple. Dans les marchés cotés, c'est accessible. On a signé des partenariats avec les plus grands fournisseurs de data au monde. Je peux énumérer MSCI, Bloomberg, le terminal, Colliers, Oxford Economics. On a fait un historique qui va jusqu'à 2003. On a commencé à comprendre d'où vient la performance immobilière. On a appris beaucoup de choses, Grégoire. Un exemple très simple. Qu'est-ce que vous avez appris avec... On s'est rendu compte qu'en investissement logistique, la distance de la ville au port le plus proche en est un explicateur de performance. La quantité de fret total qui passe par la ville en est un autre. Donc on a commencé à creuser nos analyses, on a compris la performance, ce qui nous met en une bonne position de lancer des prévisions pour le futur et être serein, et je veux dire assez précis dans nos convictions. Ouais, si on rend les choses un peu concrètes, c'est quoi une décision d'investissement que vous avez pu prendre dans des portefeuilles des stratégies de MNK Partners fondées justement sur cette approche quantitative? Je reste dans le monde de la logistique. Tout le monde en parle, c'est très intéressant, on est d'accord. C'est de l'immobilier de croissance, généralement, ça. Voilà. Donc on s'est rendu compte, on a lancé un peu les corrélations que notre modèle quant est en train d'analyser. On se rend compte que jusqu'à 2017, la corrélation entre la croissance des loyers et les taux d'occupation en était positive. C'est intuitif, c'est bien, c'est logique. Depuis, la corrélation elle est négative. On s'est posé autour de la table, on a commencé à creuser le point. On s'est rendu compte que les locataires de nos jours sont prêts à switcher sur des espaces plus petits, qui sont prêts à payer plus cher, tant que la logistique elle est automatisée, robotisée, et ce qu'on appelle la logistique de nouvelle génération. Donc oui, la logistique, elle est toujours intéressante, mais il faut sortir un peu de la mentalité big box ou la logistique, je vais dire, lambda, qu'on a tant fait pendant plusieurs années. Et ça, c'est une tendance transversale, ça traverse les frontières. Ce que vous observez là sur la logistique, c'est quelque chose de global. Tout à fait. Par contre, sur les bureaux, on a un peu revu, tout le monde parle, je veux dire, de
tendance du télétravail. Très peu sont capables de quantifier l'effet du télétravail. Avec notre modèle, on a pu quantifier cela. Je vais reprendre un peu quelques corrélations qu'on a trouvées, mais jusqu'à 2019, la corrélation entre les taux d'occupation et la croissance du PIB, on était à 90%, on est actuellement à 25%. Le PIB croît toujours, bien sûr. Mais ce qui se passe, c'est qu'on a de plus en plus de productivité, ça c'est un, et on a aussi l'effet du télétravail. Donc plus de PIB ne veut pas forcément dire plus de taux d'occupation. La moyenne, on est actuellement à 25% en Europe. Après, quand on rentre dans la ventilation des villes, donc là, ça change, c'est totalement différent. Et il faut ajouter encore, je veux dire, une petite variable extra. On peut avoir une croissance de l'emploi dans une ville, mais si c'est une ville où tout l'emploi est un emploi d'agriculture, par exemple, la data qui me dit croissance d'emploi ne veut rien dire. J'ai besoin d'aller un peu plus loin et voir quel est le pourcentage de création d'emplois qui a besoin de bureaux. Et ça nous laisse être un peu plus serein sur les bureaux. On n'a pas fait du bureau bashing où on n'en veut plus faire. Non, il y a quelques opportunités, il faut juste savoir les repérer. Ouais, c'est ça. Mettez de côté les émotions. Tout à fait. Et donc la gestion quantitative au service de la gestion immobilière. Exactement. Merci beaucoup Nadim. Nadim Kada, qui est le Merci, directeur de la gestion et de la recherche de MNK Partners, qui était avec nous depuis le stand Bismarck, bien sûr, et depuis cette convention Patrimonia à Lyon. Nouvel invité à nos côtés depuis le stand Bismart à Lyon et depuis la convention Patrimonia, c'est Marc Riez, le directeur général de Vega IS. Bonjour Marc. Bonjour Grégoire. On était là il y a un an ensemble et je crois que l'encre de l'opération qui conduisait à la création de Vega IS était à peine sèche. C'est ça. Qu'est-ce que vous retenez de cette première année en tant que Vega IS au sein de Natixis ICIEM et du groupe BPCE avec ces nouvelles missions que vous effectuez depuis un an maintenant, Marc? Eh bien, c'est un beau démarrage pour Vega IS, puisqu'on a effectivement rassemblé différentes équipes du groupe sous notre bannière. Depuis le début de l'année, on arrive à peu près à 4 milliards d'euros de collecte nette en 8 mois, donc on est content. On bénéficie toujours de la confiance des réseaux du groupe, des clients, des différents acteurs du monde de la gestion patrimoniale, donc c'est important pour nous. Et on atteint là maintenant 82 milliards d'euros d'encours, donc c'est un beau démarrage lancé et il y a encore énormément de choses à faire évidemment autour de tout ça. Si on parle investissement et thématique d'investissement, ça fait partie des expertises de Vega IS bien sûr, Marc. Quelles sont les grandes thématiques qui vous intéressent aujourd'hui, que vous avez envie de privilégier pour le compte de vos clients justement? En fait, Grégoire, on est confronté à différents challenges qui sont à la fois, tu le sais, des menaces et des opportunités. Et des opportunités d'investissement en particulier. Alors déjà, ce qu'il faut voir, c'est que Vega a toujours été une société de gestion de croissance. Donc on a toujours été porté finalement par la croissance mondiale dans laquelle on investit. Et cette croissance mondiale, pendant très longtemps, elle a été portée par la démographie. Or, on voit que dans les années qui viennent, la démographie va être beaucoup moins le vecteur principal de la croissance mondiale. L'Europe déjà va, d'ici la fin du siècle, passer de 550 à moins de 400 millions d'habitants. Et même la Chine, qui est arrivée à 1,4 milliard d'habitants, est destinée à tomber vers 800 millions à la fin du siècle. Quasiment divisé par deux. Quasiment divisé par deux. Donc ça veut dire qu'en fait, hormis l'Inde qui va se maintenir et l'Afrique qui va continuer à progresser, toutes les grandes zones développées vont avoir une démographie négative et donc ça va être un... Et ça a des répercussions sur tous évidemment, les marchés, sur la consommation, sur voilà. Et donc pour le coup, eh bien, il va falloir qu'on trouve d'autres vecteurs, d'autres leviers pour l'investissement de nos clients. Alors, ces leviers, on les trouve autour des défis. On se souvient qu'en 2020, avec le Covid, l'Europe s'est aperçue avec horreur qu'elle ne produisait aucun médicament et qu'alors qu'elle avait dans sa cote des Sanofi, des Merck, des AbbVie, qui étaient des très grands laboratoires pharmaceutiques, et elle était infoutue de fournir du Doliprane. Donc c'était quand même un peu navrant. Et donc ça nous donne à penser qu'il y a énormément à investir déjà dans ce domaine de la pharmacie, de l'autonomie, des équipements. Parce que si on veut déjà pouvoir faire face à une prochaine pandémie, ce serait bien. Le deuxième coup de tonnerre qui est arrivé sur nous, ça a été la guerre en Ukraine.
Là, on s'aperçoit qu'on a à peu près 200 chars en France capables de prendre la route, quand nos amis russes en ont plusieurs dizaines de milliers, et que sans doute on tiendrait quelques heures au maximum dans un conflit terrestre. Donc là aussi, un réveil où on se dit bah, il faut aussi investir dans la défense, dans les équipements militaires, dans tous ces sujets-là. Là, on était en 2022. En 2024, élection de Donald Trump, et rebelote, on s'aperçoit au sortir de Zelensky du bureau de la Maison Blanche que l'Amérique n'est peut-être pas le parapluie militaire que l'Europe espérait jusque-là, et ça a quand même permis au moins une prise de conscience enfin, et ce fameux plan européen ReArm d'investissement dans l'armement de 800 milliards d'euros financés par la Commission européenne, par des emprunts, etc. Donc pour le coup, on se dit voilà, le sujet de la souveraineté est vraiment de plus en plus prégnant. Et donc ça aussi, c'est un sujet sur lequel on veut investir. Et qui dit souveraineté dit réindustrialisation. C'est pas juste un mot, Voilà. ce que vous avez cité sur ces secteurs clés, santé, défense, armement. Ça veut dire plus d'industrie européenne demain et une part de l'industrie plus importante dans notre croissance. Et puis aussi, il y a d'autres thématiques. C'est-à-dire que par exemple, ce qu'on voit, c'est la marche extraordinairement rapide de l'intelligence artificielle dans les entreprises. C'est aujourd'hui 40% des grandes entreprises européennes qui utilisent l'intelligence artificielle. Donc pour nous, en tant que gérants, à la fois, l'intelligence artificielle est un sujet d'investissement dans les boîtes qui participent à produisent ça. Ouais, bien sûr. Et puis aussi de regarder au cas par cas dans les entreprises lesquels seront les grands bénéficiaires de cette IA et lesquels peuvent être abîmés par les prestations qu'elles rendent du fait de l'IA. Le marché est déjà focalisé sur cette question. On parle beaucoup de Nvidia, de la partie hard tech, infrastructure. Mais on de a plus en tous plus commencé par ça, c'était le plus facile. C'était le premier étage mais de la ça fusée. Ne suffit pas. Il faut maintenant voir quel est l'écosystème autour de tout cela. Voilà. Donc ça aussi, c'est un gros thème d'investissement. Et après, dernier thème d'investissement qui nous paraît très important aussi chez Vega, c'est l'accélération du réchauffement climatique. Alors c'est une menace pour l'humanité. On voit tous les cataclysmes, la rapidité avec laquelle les choses se font. Et on se dit, bah là, le sujet des énergies renouvelables est vraiment de plus en plus prégnant. Alors nous, en France, on est finalement l'un des pays qui a été le plus préservé grâce au général de Gaulle, grâce à notre industrie nucléaire, qui nous permet de n'importer que 45% à peu près de l'énergie qu'on consomme. Mais nos voisins européens sont souvent entre 2 tiers et 3 quarts, que ce soit l'Allemagne à 2 tiers, l'Italie, l'Espagne à 3 quarts, de l'énergie qu'ils consomment. Donc là aussi, de très gros investissements à faire sur la production électrique, sur les réseaux qui vont pouvoir, porter ces flux d'électricité. C'est pas du tout le cas aujourd'hui. Et donc on voit que tout ça, au-delà des médicaments, de la défense, de l'industrie, de l'énergie, de l'intelligence artificielle, beaucoup de thématiques d'investissement de croissance pour Vega et pour nos clients dans les 4, 5, 6 années qui viennent. C'est des thématiques qui, j'allais dire, traversent différentes classes d'actifs. Vous êtes une maison action, bien sûr, mais vous proposez un panel de solutions globales. Absolument. Il n'y a pas que les actions pour jouer ces thématiques. Non, il y a aussi, tous ces investissements vont nécessiter bien sûr des actionnaires, mais aussi des prêts. Et donc c'est là que aussi on voit de grandes possibilités. C'est pour ça qu'on s'est développé également sur le private equity. On a lancé un fonds Evergreen cette année qui s'appelle Navigator, qui est un fonds qui rassemble plusieurs expertises de private equity, dont les infrastructures. Et puis aussi, on se dit, toutes ces opportunités, toutes ces menaces vont sans doute nous amener à un marché haussier mais heurté. Et c'est pour ça qu'on a lancé toute une nouvelle approche sur laquelle on est précurseur pour nos clients. L'idée, c'est quoi ? C'est qu'ils soient investis sur la gestion qu'on fait d'habitude, la gestion sous mandat habituelle qu'on propose, bien sûr, pour profiter de la hausse des marchés d'actions. Mais on a trouvé le moyen de garantir 90% du capital tout en donnant 100% de la performance de la gestion. Si on veut amener les épargnants à prendre ce type de risque,
Voilà. Il faut forcément cette ingénierie financière qui permet des C'est solutions ça, parce qu'en fait, plus tranquilles, si vous voulez, j'ai envie de on dire. voit bien qu'une partie de la clientèle patrimoniale est prête à aller sur les actions. Oui, Celle-là, on va continuer à la servir comme on la servait jusque-là, ouais. sur des produits classiques, investis, gérés dans le temps, etc. Il ne s'agit pas d'arrêter ce qui a fait notre succès jusqu'à Bien sûr. maintenant, mais aussi on voit bien que beaucoup d'investisseurs qui lisent la presse, qui voient tous ces défis, et puis alors c'est présenté de manière très anxiogène. Ah vous aussi vous trouvez? Donc c'est vrai que quand on voit ça, on Ouais. se dit bon je vais faire du livret A et puis comme ça j'aurais pas sûr. perdu. Donc on se dit il faut quand même qu'on arrive à amener sur les Bien marchés. sûr, On n'est bien pas en sûr, Amérique. bien sûr. On On ne peut pas passer du livret au Bitcoin ou aux actions comme ça d'un coup. Et donc pour le coup, on se dit il faut qu'on réfléchisse à comment Ouais. on peut amener des clients un peu rétifs, un peu prudents, à être quand même investis. Parce Bien que sûr. jusque-là, la situation que nous avions, c'était qu'on avait une gamme de fonds d'allocation Ouais. diversifiés, et donc il y avait du prudent, de l'équilibré, etc. Le problème que nous avons, c'est que quand on vend à un client un fonds prudent, son espérance de gain est quand même relativement Très limitée, limitée. bien Pourquoi? Parce que Bien sûr. il y a 85% d'obliges, Ouais. donc ça, voilà, Ouais. et il y a 15-20% La seulement perception d'actions. qu'on n'en a pas pour le risque qu'on prend ou qu'on veut prendre. Quoi. Voilà, et en fait, 15 ou 20% d'actions, même Ouais. si les actions font 10%, Ouais. bon, quand Ça on en pèse a pas que grand lourd à 15%, l'arrivée. ça fait qu'un et Sûr. demi. Bon, Sûr. et donc on s'est dit comment on pourrait Ouais. intéresser beaucoup plus nos clients à la performance des marchés d'actions, même ceux qui ne veulent pas risquer leur capital. Et c'est à cette occasion qu'on a récupéré toute une équipe d'une douzaine de gérants structurés Bien sûr. qui étaient jusqu'à maintenant dans le groupe Natixis logé chez Ostrom et qui développent avec nous des solutions structurées qui permettent de garantir le capital et d'acheter des options qui permettent de s'exposer à la performance de notre gestion. Bon, un 360, solution 360, Écoutez, effectivement, on essaie d'avoir des clientèle idées, on patrimoniale. espère qu'elles seront bonnes, Grégoire. Merci beaucoup Marc, merci d'être passé nous voir sur le stand C'était un Bismart. plaisir. Marc Riez, le directeur général de Vega IS avec nous à Lyon depuis la convention Patrimonia. Merci Grégoire.